début des années 90, Steven Seagal est en pleine ascension après le succès de Nico et de Désigné pour mourir. Il veut imposer son style, mélange de charisme glacial, d'aïkido brutal et de justice personnelle. Justice sauvage est pensé comme un projet vitrine, un film plutôt court, nerveux, centré sur un justicier pur jus, dans un quartier urbain pourri par le crime. Produit par Warner Bros, coécrit par David Lee Henry, scénariste d'action assez classique, et supervisé de près par Steven Seagal lui-même. Le film est aussi marqué par une tension en coulisses. Le réalisateur John Flynn, vétéran du polar, à qui l'on doit Légitime violence, Pacte avec un tueur ou Haute sécurité, ne s'entend pas toujours avec Seagal, qui aurait même fait réécrire plusieurs scènes pour amplifier son image de héros invincible. Le film nous plonge dans l'histoire de Gino Felino, inspecteur de police italo-américain de Brooklyn, dont l'ami toujours Bobby Lupo est abattu en plein jour par Richie Madano, un junkie psychopathe avec qui Gino a grandi. Dès ce moment, le film se transforme en une longue traque à travers les rues de Brooklyn. Pour Gino, c'est plus qu'une enquête, c'est une affaire personnelle, une vengeance à l'ancienne. Il plonge dans les bas-fonds du quartier, confronte d'anciens amis, interroge, tabasse, démolit, tout ça dans un mélange de rage froide et de justice expéditive. Tu nous les casses! Oh, y a pas grand chose à casser. Tu te sens plus pissé, hein, Gino? C'est à quel sujet? Steven Seagal incarne ici l'archétype du justicier urbain. Gino Felino n'est pas un homme de dialogue, mais d'action. Il frappe avec les poings, avec les mots et avec le regard. Ses confrontations sont d'une violence sèche, directe et souvent improvisée avec les objets à portée de main. Steven Seagal, grand maître d'aïkido, enchaîne les projections, les clés articulaires et les coups de coude avec une brutalité spectaculaire. Sa présence physique suffit à dominer l'écran, même si son jeu reste monolithique, mais ce n'est pas un défaut dans un film de ce type. Gino est une force de la nature, une incarnation vivante de la justice de rue. Steven Seagal n'a jamais été aussi brutal. Ici, pas de nuance, Gino ne fait pas de cadeaux. Il frappe, casse, interroge à coups de poing et applique sa propre loi. Ce rôle lui colle à la peau, presque autobiographique tant il se projette dans ce flic de Brooklyn aux racines italiennes, Seagal étant lui-même passionné de la culture mafieuse et de spiritualité orientale. On y retrouve un peu l'esprit de Nico, son premier succès, mais un pas en avant dans la brutalité expéditive. On est fasciné par sa force et sa présence physique incroyable, froide et intense. Sa démarche, son catogan et son ton sec, surtout en VF, ajoutent à son charisme, même si souvent moqué. Il se bat avec tout ce qui lui passe sous la main, hachoir, queue de billard ou tire-bouchon. Les chorégraphies d'aïkido sont nerveuses, violentes et sèches. On sent que chaque geste est pensé pour casser. Son jeu est toutefois assez monotone et unidimensionnel, mais dans ce rôle ça passe. Gino n'est pas là pour parler, il est là pour punir. Le film déploie une ambiance sombre, presque nihiliste. Brooklyn est filmé comme un quartier en ruine, ravagé par la drogue, la corruption et la désespérance. John Flynn opte pour une mise en scène sèche, sans fioriture, quasi documentaire. La caméra suit Gino comme une ombre, dans un parcours qui devient aussi introspectif que violent. Les lieux sont emblématiques, une boucherie où il massacre quelques hommes avec une côte de bœuf et un hachoir, un bar où il affronte à main nue un gang entier, ou encore un appartement mis à sac dans une scène de rage incontrôlée. Chaque affrontement devient une scène cathartique, où la justice est rendue non pas seulement par la loi, mais selon le code d'honneur d'un homme qui refuse de se soumettre. Dans Justice sauvage, les lieux ne sont jamais anodins. Chaque décor est soigneusement choisi pour évoquer non seulement une ambiance urbaine crue, mais aussi à la mémoire d'un quartier qui s'effondre et les traces du passé de Gino. Brooklyn n'est pas ici un simple fond réaliste, c'est un personnage à part entière, gangréné, abandonné et trahi. Le film joue beaucoup sur cette géographie intime de Gino, qui retourne sur les lieux de son enfance comme un vétéran retourne sur un champ de bataille. L'un des premiers lieux marquants est la rue où Bobby se fait tuer en plein jour. Cette scène qui ouvre le récit n'est pas seulement un acte choquant, c'est un sacrilège. Bobby, figure d'autorité et ami d'enfance, est abattu devant sa femme, devant des passants. Il meurt sur le bitume qu'ils ont foulé ensemble enfant. Cette violence en plein jour est une façon pour Richie de marquer son territoire, de montrer que le quartier est tombé entre ses mains et que les anciens repères sont morts. La scène du bar quant à elle est d'une symbolique puissante. Ce bar fréquenté autrefois par des types respectables est devenu un repère de petits truands arrogants. Gino y entre comme un shérif dans un saloon dégénéré. Lorsqu'il les affronte à main nue armés d'une simple boule de billard, il ne fait pas qu'assommer des voyous, il purifie un lieu corrompu. Il réimpose un ordre ancien par la force, comme s'il tentait de réveiller les fantômes du passé dans un quartier devenu méconnaissable. Je te jure, tu devrais pas me parler comme ça. On n'a pas élevé les cochons ensemble.
Toi, tu suçais encore ton pouce quand ton frère a commencé à sucer autre chose. T'es pas encore assez grand pour me parler comme ça. Autre lieu clé, la boucherie. Là encore, on est dans le symbole. Un lieu de travail honnête, ancien bastion d'un Brooklyn populaire, transformé en planque sordide. Quand Gino y affronte quelques hommes et les démolit avec des morceaux de viande, le message est clair. Même dans ces lieux de vie, la violence a tout contaminé. Mais Gino y ramène sa propre forme de justice, comme pour signifier qu'aucun endroit ne sera à l'abri de sa croisade. Enfin, l'appartement de la famille de Richie, lieu central de la deuxième moitié du film, incarne toute la désintégration morale de son personnage. L'intérieur est sale, abandonné, marqué par l'alcool, les cris et les insultes. On sent la détresse et la honte de sa famille, et l'indifférence totale de Richie. C'est dans ce lieu que Gino comprend définitivement que Richie n'est pas juste un type paumé, mais un cancer moral, une incarnation du mal enraciné dans les fissures du quartier. À travers ces espaces, le film cartographie la chute d'un monde, celui de l'Amérique populaire des années 70-80, balayé par la drogue, les gangs et l'échec des institutions. Pour Gino, chaque lieu est une capsule temporelle douloureuse, où il confronte non seulement des ennemis physiques, mais aussi des souvenirs, ses regrets et sa propre impuissance à avoir empêché le naufrage. En cela, Justice Sauvage est un road movie urbain à échelle réduite. On n'y voyage pas loin, mais chaque pas de Gino est un retour dans un passé qui refuse de mourir. Chaque lieu visité devient le théâtre d'un acte de justice, un exorcisme violent d'un monde qui n'existe plus. Décidément, t'as jamais rien compris à ce quartier, toi. Hein? Non, sans doute pas. Eh ben, essaye d'imaginer que t'as buté un flic en pleine rue et devant témoin. Il est condamné. Il sait qu'il va mourir. Le film aborde plusieurs thèmes en filigrane, la loyauté trahie, le poids du passé, la déchéance d'un quartier et les limites de la justice institutionnelle. Gino est tiraillé entre sa fidélité à ses racines et à sa mission de nettoyage. Il affronte aussi ses propres contradictions. Il est flic, mais agit comme un hors-la-loi. Il prône la morale, mais ne respecte plus la procédure. Ce paradoxe donne au film une tension éthique qui dépasse le simple film de baston. Côté antagoniste, William Forsythe est absolument remarquable en Richie Madano. Gras, sale, imprévisible et violent, il incarne un méchant de cinéma comme on en voit peu, un type perdu, irrécupérable mais jamais caricatural. Sa folie est palpable, son sadisme glaçant. Le film gagne en intensité à chaque apparition de Richie, jusqu'au face-à-face final d'une brutalité extrême. La dualité entre Richie et Gino est l'un des aspects les plus intéressants et sous-estimés du film. Ce n'est pas juste une opposition entre un flic et un criminel, mais bien deux trajectoires parallèles issues du même terreau, deux enfants de Brooklyn devenus des symboles opposés, l'un de l'ordre et l'autre du chaos. L'un des éléments les plus puissants et les plus subtils de Justice Sauvage réside dans la relation miroir entre Gino et Richie. Le film ne les présente pas simplement comme un flic contre un délinquant, mais comme deux visages d'une même enfance, deux trajectoires issues des mêmes rues, du même quartier et des mêmes codes. Ce ne sont pas des inconnus, ils se connaissent depuis l'enfance. Ils ont grandi dans les mêmes ruelles de Brooklyn, entourés des mêmes figures d'autorité, des mêmes trafics, des mêmes valeurs de loyauté et de respect. Mais là où Gino a choisi la voie de la loi, ou du moins d'un certain sens de l'honneur, Richie a basculé dans la drogue, la violence gratuite et l'autodestruction. Ce qui rend cette opposition si forte, c'est que Richie n'est pas montré comme un simple méchant. Il est le reflet négatif de Gino. Là où Gino est dans la retenue glaciale, Richie est dans l'excès permanent. Gino frappe froidement, Richie tue impulsivement. Gino cherche une forme de justice, Richie cherche à faire souffrir. Et pourtant les deux se comprennent. Ils partagent une histoire commune. On sent dans le regard de Gino non seulement de la haine, mais aussi une forme de tristesse, voire de culpabilité. Personne n'a vu Richie? Hein? Je reviendrai aussi souvent qu'il faudra jusqu'à ce que quelqu'un se rappelle avoir vu Richie. Il y a dans cette rivalité quelque chose de presque tragique. Richie est ce que Gino aurait pu devenir s'il avait fait un seul mauvais choix. Il est le frère dégénéré, le fils perdu, celui qui a trahi les codes de la rue, en sombrant dans une violence sans honneur. Gino, lui, malgré ses méthodes extrêmes, respecte encore un certain cadre moral. Il n'agit pas pour lui-même, mais pour défendre une mémoire, un quartier, une idée de ce que la justice aurait dû rester. Il connaît Richie parce qu'il le reconnaît. Cette dualité culmine dans la confrontation finale. Ce n'est pas un simple règlement de compte, c'est l'affrontement symbolique de deux visions du monde, la justice brutale mais ordonnée contre la violence chaotique et narcissique. Richie n'a plus rien à perdre, il est en bout de course, brûlé par ses excès. Gino, lui, ne tue pas par plaisir, mais par nécessité. Et lorsqu'il abat Richie, ce n'est pas une victoire, c'est une conclusion amère. Il n'a pas triomphé,
il a seulement empêché un cauchemar de continuer. Au fond, Gino et Richie sont les deux enfants maudits d'un quartier abandonné. Le film, sans jamais le dire explicitement, pose une vraie question sociale. Combien de Richie sont devenus ceux qu'ils sont, parce que personne ne leur a tendu la main? Combien de Gino ont gardé leur honneur malgré tout? Cette relation en miroir donne une épaisseur inattendue au film et fait de Justice sauvage plus qu'un simple film d'action, un drame moral camouflé sous les coups de poing et les insultes de rue. Sur le plan critique, Justice sauvage ne convainc pas à sa sortie. Jugé trop simpliste, trop violent, parfois même grotesque, il récolte de nombreuses critiques négatives. Pourtant le public est au rendez-vous. Les fans de Steven Seagal y voient un concentré de son style sans concession. Le film devient un succès commercial, puis un classique de vidéoclub dans les années 90. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des films cultes de la filmographie de Steven Seagal, aux côtés de Nico et Piège en haute mer, son film suivant. En définitive, Justice sauvage est un film qui ne cherche pas à plaire à tout le monde. Il est direct, brutal et sans détour. Il incarne une époque où le héros n'était pas politiquement correct mais efficace, où la justice passait par les poings plus que par les procès. Et où Steven Seagal, tel un ange vengeur new-yorkais, imposait son style unique, mélange de zen, de violence et d'invincibilité. Pour les amateurs de cinéma d'action urbain, Justice sauvage reste une œuvre incontournable, à la fois violente et viscérale, mais aussi témoin d'un certain regard sur la ville, la loi et les hommes. C'est très con pour toi. Parce qu'avec des balles, t'aurais moins souffert.